Bonjour, bienvenue dans la série Science sur notre science. Nous allons voir maintenant comment on fait pour traiter le cas d'une mesure qui est entachée d'erreurs aléatoires. Donc on a une certaine grandeur x et on va supposer que l'on a éliminé toutes les erreurs systématiques. La première affaire dans des expériences, c'est essayer d'éliminer au maximum et au mieux toutes les erreurs systématiques. Il reste alors les erreurs aléatoires. Celles-ci obéissent aux lois du hasard et le but est de trouver la loi de probabilité qui régit ces erreurs et une méthode pour chiffrer les erreurs. Alors, pour prendre l'exemple classique, c'est si vous avez des tirs sur une cible, vous constaterez que les impacts sont dispersés autour de la cible, que les impacts très éloignés sont rares et que les impacts qui font mouche pile au centre sont rares. On dit que les petits écarts et les grands écarts sont peu probables. C'est la même chose avec les erreurs. Une erreur nulle ou une erreur colossale sont peu probables. Et les erreurs se répartissent de manière symétrique, plus ou moins autour de 0. 0, ce n'est pas la valeur de la grandeur, mais l'erreur minimale qu'on pourrait espérer. Alors, on va avoir donc une grandeur x et on effectue un certain nombre de mesures, on va dire n mesures, et on obtient les valeurs x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn. Et on va supposer que les différentes valeurs mesurées sont indépendantes les unes des autres. On se remet chaque fois dans les mêmes conditions, on effectue une mesure, on obtient un résultat qui, a priori, ne dépend pas des erreurs des mesures précédentes, et donc les erreurs sont indépendantes. Si ce n'était pas le cas, on pourrait considérer que l'erreur a alors un caractère systématique. On montre alors que la probabilité d'observer un certain nombre de résultats entre x et x plus dx est une toute petite valeur, obéit à une loi de probabilité connue de longue date, appelée loi de Laplace-Gauss, et qui est symétrique autour de la valeur moyenne que prennent les valeurs mesurées. Et cette valeur m, c'est simplement la somme de toutes les valeurs mesurées divisée par m. Donc c'est la moyenne classique. En plus de cette valeur moyenne, les valeurs mesurées se dispersent autour de cette moyenne de manière plus ou moins forte. Ceci est donné par l'écart type, noté sigma, qui est appelé écart type, et qui est défini de manière à ce que les valeurs mesurées ont une chance sur deux de se trouver dans un intervalle donné par 0,6746 fois sigma. Ceci dérive de considérations mathématiques que nous ne préciserons pas ici parce que le nom peut sembler un peu curieux. Donc là, si on prend la valeur de m, un écart de sigma, les valeurs mesurées ont une chance sur deux de tomber dans l'intervalle. On trace la loi de Laplace-Gauss sous une forme normalisée. Et qui a la forme
d'une courbe en cloche. La courbe en cloche qui est bien connue. Centrée autour de la moyenne et l'écart type plus 0,66746 sigma et moins cette valeur-là, et dans la surface sous la courbe est égale à 1,5. Voilà pour l'aspect calcul probabilité, inutile ici d'aller plus loin. Mais en fait, ce qui est mesuré, la moyenne, n'est pas la vraie moyenne, puisque ce sont des valeurs mesurées. Leur moyenne donne non pas la valeur réelle, mais une estimation de la valeur réelle. Et de même, l'écart type qu'on peut déduire des mesures, par une formule, est noté sigma m, et c'est une estimation de l'écart type. On montre, excusez-moi, et cette valeur moyenne, elle-même, a une certaine chance d'être proche de la valeur réelle mesurée. Et elle obéit donc aussi à une loi avec un écart type noté sigma m, et on montre que c'est sigma divisé par m. Ça veut dire que même si la dispersion des valeurs est relativement élevée, on peut obtenir une moyenne très précise à condition de prendre un grand nombre de valeurs mesurées. Il suffit d'en prendre suffisamment et on obtient une valeur aussi grande qu'on veut. Excusez-moi, c'est racine de m, pas n. Donc, si m est très grand, alors sigma m peut être très petit. La question suivante qu'on peut se poser, c'est quelle est la probabilité que la valeur réelle soit dans un certain intervalle autour de m? On le calcule facilement à partir des considérations précédentes. Si on considère un intervalle donné en écart fois sigma, ça c'est l'intervalle, et la probabilité que la valeur mesurée soit dans cet intervalle autour de la moyenne, alors pour un écart de 0,6746, c'est 1,5. Ça, on l'a déjà dit. Pour 1, c'est 0,683. Pour 2, c'est 21/22e. Pour 2,58, c'est 0,99. Pour 3, c'est 0,998. Et pour 3,29, c'est égal à 0,999. Donc dans ce cas-là, la valeur réelle a une chance sur 1000 d'être dans l'intervalle de 3 fois 29 fois l'écart type. Par exemple, pour ce qu'on appelle un écart à 3 sigma, donc on a la valeur m, on a un écart de 3 fois sigma m en fait, et cette valeur, la probabilité, on a une chance sur 400 que la valeur soit en dehors de cet intervalle, ce qui est bien. Dans certains cas, on est plus strict. Par exemple, en physique des particules, on exige un écart à 5 sigma. Dans ce cas-là, il y a une très très faible probabilité que la valeur réelle soit en dehors de l'intervalle considéré. Et quand on publie un papier sérieux, on dira qu'on a une valeur V, disons par exemple, de 3,46
plus ou moins 0,02 à 3 sigma. Donc on précise l'intervalle de valeur, l'intervalle d'erreur et le critère probabiliste qui a été utilisé. Par exemple, pour une valeur à 3 sigma, ça veut dire que entre 3,44 et 3,48, la valeur a une chance sur 400 d'être en dehors de cet intervalle. On peut faire l'inverse et dire que on veut un intervalle de 0,01, c'est l'intervalle qui est exigé, et on veut que ça soit à 5 sigma. Ça veut dire que puisque ça c'est l'intervalle, on veut un écart type donné par 0,01 divisé par 5. C'est-à-dire 0,002. Alors supposons que le phénomène étudié, les valeurs relevées, on ait déterminé que sigma, son estimation, est égal à 0,2. Et puisqu'on veut sigma m égale 0,02, c'est-à-dire qu'il faudra sigma divisé par 1000. Et comme c'est la racine carrée, ça veut dire que m égale 1 million. C'est considérable. Ça veut dire qu'il faut avoir fait 1 million de mesures pour atteindre l'écart type qui est exigé. C'est en physique des particules, chaque expérience ne donne pas les résultats que l'on attend. C'est aléatoire. On veut observer, par exemple, la production d'un boson Z, eh bien, ça ne se produit pas systématiquement. On va dire que dans une expérience type, on a une chance sur 1000 d'avoir les résultats expérimentaux qu'on recherche. Dans ce cas-là, puisqu'on a besoin d'1 million de résultats expérimentaux, ça veut dire qu'il va falloir faire 1 milliard de fois l'expérience. En fait, 1 milliard de collisions. Bon, aucun être humain ne peut faire ça. Donc on a des procédures automatisées, de l'informatique, donc pour atteindre les précisions, les grandes précisions exigées à notre époque, des précisions à 5 sigma, avec de petits intervalles de valeur, il faut des procédures automatisées et grosse informatique derrière. Voilà pour les erreurs. Alors, parlons un peu des étalons, les étalons fondamentaux. Les étalons qui permettent de définir des unités de mesure. Les étalons, par rappel, on compare les mesures qui sont réalisées. Alors, le temps a un étalon naturel, c'est le jour. Et de très longue date, la journée a servi d'étalon. Par contre, pour les longueurs, les volumes, les poids, il n'y a pas d'étalon naturel évident qui serait spontanément adopté. Et donc, sous les contraintes qui se sont produites dans les civilisations au cours des siècles, des millénaires, les contraintes commerciales, des contraintes militaires, les impôts, on a défini des étalons et donc il y a une pléthore d'étalons dans l'histoire. Par exemple, au début, on a choisi des étalons assez simples. Par exemple, le pied, le pouce, la toise, qui utilisent le corps humain, qui ont l'avantage d'être simples et universels. Puisque quand un être humain a besoin d'utiliser, ben, il est là pour servir d'étalon. Le désavantage, c'est que c'est vachement imprécis. On n'a pas tous les mêmes pieds, les mêmes pouces et les mêmes tailles.
Ça n'a pas beaucoup évolué au cours des siècles, mais au XVIIIe et au XIXe siècle, nous l'avons vu avec la naissance de la science quantitative, de l'amélioration des mesures, c'est à cette époque qu'on a commencé également à voir apparaître des étalons à la fois invariables, c'est-à-dire que, quelle que soit la manière de les considérer, ils ont une valeur donnée, pas comme le pied qui varie d'un individu à l'autre, et des étalons précis, qui étaient conservés, s'ils avaient un support physique, ils étaient conservés avec soin. Alors, s'il avait fallu établir des étalons pour toutes les unités de toutes les grandeurs physiques, ça aurait été un véritable casse-tête. Mais on a montré qu'il n'y avait pas besoin de tant d'étalons que ça. On peut en avoir un certain nombre, des étalons fondamentaux, et on peut déduire les autres unités à partir de ces quelques étalons fondamentaux. Un exemple très simple. Vers cette époque, 18e, on choisit pour le mètre une fraction du méridien de Paris. Une fraction d'un méridien de Paris pour définir le mètre. Celui-ci était même matérialisé physiquement sur des parois des immeubles à certains endroits de Paris. Je crois qu'il y a encore un endroit où on peut le trouver. Et à partir du mètre, on définit les surfaces, les mètres carrés, et les volumes, les mètres cubes. Donc on peut dériver toutes les autres unités à partir de celle-là. À partir de l'eau pure, on peut définir le kilo, défini comme 1 décimètre cube ou 1 litre d'eau pure. On a ainsi défini des unités dites de base, qui sont le mètre, la seconde et le kilo. Et à partir de là, on en tire des unités dérivées. Surface, volume, vitesse, accélération, force, travail, puissance, etc. Ces unités de base ont été choisies par les créateurs du système métrique. Rendons leur hommage, il s'agit de Borda, Condorcet, Lagrange, Laplace, Lavoisier, Monge et Tillet. Ils ont choisi des étalons qui avaient l'avantage d'être permanents et universels, ce qui a facilité leur adoption par le plus grand nombre. Actuellement, le critère, c'est plutôt la précision. Donc l'optique a changé, maintenant l'adoption, c'est plus un problème. Ce qu'on recherche maintenant, c'est la précision. À noter que lorsqu'on essaye d'améliorer les étalons, on va changer d'étalon, mais on ne va pas changer d'unité. Ainsi, pour le mètre, on est passé du méridien de Paris à une barre d'1 mètre en platine iridiée, conservée au pavillon de Breteuil du Bureau international des poids et mesures, près de Paris. Puis on est passé à un multiple de la longueur d'onde, d'une longueur d'onde bien précise du krypton. Et puis en 1983, on a décidé que le mètre serait la longueur parcourue par la lumière, dont la vitesse fut considérée comme invariante par la physique, invariante et constante, et toujours la même dans le vide, cette vitesse a été choisie de manière définitive, et le mètre est considéré comme la vitesse, comme la distance parcourue par la lumière dans le vide, en 1 divisé par 299, 79, 24, 58. Vous voyez le nombre de chiffres, hein, la précision. Seconde. Ce qui permet de faire dépendre le mètre de la seconde étant définie par l'horloge atomique au césium, qui est l'unité la plus précise que nous ayons. Mais dans tous ces changements, on a veillé à ce que le mètre reste identique, seulement plus précis. La valeur de 299, 79, etc. a été choisie pour que le mètre défini avec la vitesse de la lumière soit le même que celui qui était défini avec le krypton. Ainsi, on facilite le changement. Tout reste bon, les mesures restent bonnes, les calculs restent bons, tout reste bon.
Simplement, maintenant, messieurs, vous avez une unité plus précise. Le système, en parlant un peu du système international. Alors, avec la recherche, la technique, l'industrie, les applications militaires, etc., il est très important, à l'échelle internationale, surtout dans notre époque, que les mesures dans les expériences ou dans les applications aient la même signification pour tout le monde. Quand on dit on a mesuré, ça fait 1,23 mètres, il faut que ça soit le même mètre pour tout le monde, pour qu'on sache de quelle distance il s'agit. Donc on a établi des étalons qui sont reconnus partout avec consensus, un consensus international. On a établi le SI, c'est-à-dire le système international, système d'unité, basé sur un petit nombre d'étalons fondamentaux qui sont le mètre, le kilo, la seconde, l'ampère pour le courant, le Kelvin pour la température, le candela pour l'intensité lumineuse et le mole pour la quantité de matière. À partir de là, toutes les autres unités sont dérivées. Par exemple, la force se mesure en newton et est définie comme la force qui, appliquée à une masse de 1 kg, va lui provoquer une accélération qui correspond à une augmentation de vitesse de 1 mètre par seconde à chaque seconde. Donc les unités de base servent à définir le newton, unité dérivée. Alors quels sont les critères de choix de ces étalons? Ils sont arbitraires. Le mètre, on l'a choisi comme ça, on aurait pu le choisir comme ça, comme ça, comme ça. C'est totalement arbitraire. Donc ça résulte de considérations historiques et de consensus humain. C'est un choix arbitraire et humain. Ainsi, en 1875, il y a déjà quelque temps, fut signé ce qui fut appelé la Convention du mètre, adoptant un système d'étalons et des règles pour gérer les étalons, et auquel ont adhéré de plus en plus d'États. Ainsi, en 1970, 40 États y adhéraient, dont toutes les nations industrialisées, y compris les pays anglo-saxons. Je me rappelle, dans ma jeunesse, quand on a annoncé que tout le monde allait utiliser maintenant les mêmes unités, y compris les Anglais et les Américains. Alors sur les routes, vous trouverez toujours aux États-Unis les vitesses limitées en miles par heure. Méfiance, si vous allez là-bas en voiture. Quand ils indiquent 60, c'est 60 miles, pas 60 km. Mais pour les scientifiques, ce sont les unités standards, internationales. Et pour les industriels, etc., quand il s'agit d'échanges, tout le monde adopte les mêmes unités. Et la Convention internationale a décidé également de la structure des organismes nationaux, internationaux, qui gèrent les unités et les étalons. Et ces organismes font autorité. C'est-à-dire que quand les organismes se mettent d'accord pour changer un étalon, c'est comme ça. On change. C'est eux qui le décident et qui l'imposent. Pour tout le monde. Toute la planète. Alors, les unités ayant été choisies, il faut choisir donc les étalons. Et le critère numéro 1 est la précision. Pourquoi? Parce que la précision des mesures ne peut pas être meilleure que la précision des étalons. Puisque toute mesure, rappelez-vous, à part le comptage, consiste à comparer une grandeur à un étalon. Si l'étalon est imprécis, d'une longueur par exemple, pour une mesure de longueur d'une longueur pas très sûre, la mesure ne sera pas sûre non plus. Si vous utilisez une latte d'écolier en caoutchouc gomme, vous n'obtiendrez pas une mesure précise. L'étalon doit être le plus précis possible. C'est lui qui fixe
de précision de toutes les mesures. Et les précisions des étalons fondamentaux imposent la précision des étalons dérivés, des unités dérivées. Donc on a choisi naturellement les grandeurs de base qui étaient mesurées avec le plus de précision. On a parlé de la seconde, par exemple, les horloges atomiques donnant les mesures les plus précises de toutes les grandeurs possibles, inimaginables. Donc voilà comment on les a choisis. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons donc d'un peu plus près ces étalons qui ont été choisis. Je vous remercie.